messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Route Principale. Ces programmes que vous attendez chaque vendredi sur vos écrans, vous nous suivez de partout dans le monde, c'est-à-dire vous êtes en streaming, vous nous suivez sur nos pages, sur les réseaux sociaux, vous nous suivez à la télévision, vous nous suivez sur TNT, à Kinshasa, à Matadi. Merci à tous nos amis de Kalemi, tous nos amis de Bukavu, de Kolwezi. Nous recevons vos messages, alors ça nous encourage et ça nous montre que vous nous suivez et vous nous aimez beaucoup. Route principale, mesdames et messieurs, ne cessera de vous surprendre. Dans cette émission, il est aussi question de vous présenter des talents, des jeunes talents, de nouveaux talents, les talents que nous avons dans notre province, dans notre pays, dans tous les domaines, bien sûr. On n'est pas figé sur un seul domaine, on n'est pas que dans la musique ou dans la comédie ou la politique, on est aussi dans l'écriture. C'est-à-dire aujourd'hui, je veux recevoir pour vous une écrivaine. C'est une jeune demoiselle de notre province qui écrit. Alors, avec elle, nous allons parler de l'écriture, l'importance de l'écriture, les difficultés qu'on retrouve dans ce domaine. Et elle va devoir nous expliquer sur quoi elle écrit et pourquoi. Vous allez la découvrir ce soir sur ces plateaux. Dans cette émission, mesdames et messieurs, nous allons aussi vous parler de ces grands événements, parce que c'est une émission culturelle, bien sûr. On va vous parler de ces grands événements qui a eu lieu à Kinshasa. C'est les concerts de Wenge Music à 4x4, où nous avons été dépêchés pour vivre sur place l'événement qui a eu lieu à Kinshasa, les concerts de la réconciliation. Nous allons aussi vous donner quelques informations culturelles dans cette émission. Prenez une bonne position. Les bonnes choses vont bientôt commencer. Tegrayav, bonsoir. Bonsoir RP. Ça va? Je vais bien. Et vous? Ça va? Ouais, ça va aussi. Vous êtes belle ce soir. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, merci. Merci. Vous êtes écrivaine. Oui. Je me suis dit il fallait qu'on parle aussi de ça parce qu'on doit le dire, cette émission a plus de 2 ans et demi. On n'a jamais reçu un écrivain sur ces plateaux, alors il est fallait. Ah, c'est pour moi un honneur. Voilà. Sentez-vous à l'aise? Je peux vous offrir ce vin? Bien sûr, allez-y. Ah, ok. C'est avec alcool, ça te va? C'est avec alcool? C'est sans alcool, au fait. D'accord. Une façon pour moi de vous souhaiter la bienvenue et de vous demander de vous sentir à l'aise sur ce plateau. Je prends mon verre. La nature ne nous enseigne-t-elle pas que dans nos vies, chaque saison a sa période? Après la pluie, c'est le beau temps. Alors vous attendez, on va trinquer La ensemble. vie n'est pas faite que des roses. Et regarde à l'horizon, l'avenir est tellement sombre. Mais dans l'esprit, on est Allez, tchin tchin. Tiens. perdre la raison, c'est pas la fin du monde. La nuit porte conseil. Voilà, Caribou Côte. Merci. Qui est Tegra? Tegrayav, c'est une écrivaine qui a commencé ses débuts depuis l'année 2014 et qui fait preuve de ses écrits depuis plus de 7 ans, donc depuis 2014. Je suis une jeune écrivaine RD congolaise, d'origine katangaise. J'écris depuis un bon bout de temps et voilà, j'ai fait quelques livres que les téléspectateurs vont découvrir dans l'émission. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à écrire? Je le dis toujours tout le temps que ma plus grande motivation, c'est toujours la cause que je suis en train de défendre. Je défends une cause qui est le respect des droits de l'enfant et de la jeune fille. Je me suis sentie dans l'obligation de parler de ça parce que presque personne n'en parlait. Presque personne. Même si dans notre province ou dans notre pays, nous avons des écrivains. Et la majorité, ils écrivent sur des histoires. La majorité, ils écrivent sur l'amour. La majorité, ils écrivent sur d'autres choses. Ils oublient les enfants. Ils oublient qu'il y a des jeunes qui sont en train de souffrir. Et je me suis sentie dans la peau de ces personnes qui peuvent défendre la cause. Donc, c'est ma plus grande motivation. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté chez les enfants ou chez la jeune fille? Ils sont victimes, il y a des choses qui ne vont pas et que vous voulez faire entendre à qui de droit? Oui, on a constaté beaucoup de phénomènes qui ne nous ont pas plu. Moi, personnellement, qui ne m'a pas plu.
Je peux énumérer les non-respects de la scolarité. Nous avons le phénomène enfant de la rue qui sévit même aujourd'hui. Nous avons le phénomène mariage précoce ou encore grossesse précoce. Ce sont des phénomènes qui sont en train d'être vécus au quotidien de ces enfants. La majorité de ces enfants, parce que j'ai en rencontré quelques-uns, quand tu demandes à un enfant de la rue que pourquoi est-ce que tu n'étudies pas, un peut te dire que moi je vais étudier, mais le moyen je n'en ai pas. Et vous pensez vraiment que cet enfant peut subvenir à ses besoins lui-même? Non, non. C'est toujours l'État qui doit intervenir. Alors, pour que l'État intervienne, nous, les jeunes, nous, les gens qui ont l'envie de défendre une cause, on doit intervenir dans différents domaines. Il y a les gens qui chantent et il y a aussi nous qui écrivons. Voilà pour moi la plus grande motivation. Alors, c'est ça la plus grande motivation. Il y a des ONG, il y a des structures qui s'impliquent aussi dans cette lutte. Souvent, vous travaillez ensemble ou vous vous êtes dit, au travers vos livres, on va vous écouter, on va entendre ces cris et les solutions seront trouvées. Premièrement, j'ai les filles au travers de mes livres. Je fais ça comme ça. Et souvent, je fais des conférences aussi. Et je travaille aussi avec des ONG et des écoles. J'essaie un peu de mélanger les tout pour que ça donne un bon résultat. Je ne me focalise pas seulement sur les livres. Bien sûr que je peux écrire un livre. Est-ce que tout le monde lit? C'est ça la question? Non. Je dois descendre, je dois conscientiser, je dois parler à la jeunesse, tout comme je dois parler aux grandes personnes. Voilà un peu ce que je suis en train de faire. Alors, on va entrer dans les sujets juste après. Revenons d'abord sur l'écriture. C'est quelque chose que tu rêvais dès les bas âges ou c'est venu comme ça? Je me suis retrouvée dans ces domaines d'une manière hasardeuse, je peux le dire. J'avais un talent, mais j'étais inconsciente. Je ne savais vraiment pas que j'étais appelée à faire ça. Je faisais de la poésie depuis toute petite, je peux dire à l'âge de 9 ans, des poèmes à l'école, tout et tout. Mais c'était inconsciemment. J'ai pris conscience en 2014, grâce aux gens qui m'ont encadré, des gens qui m'ont vu avec un talent qui ne pouvait pas mourir. J'ai pris conscience en 2014 et petit à petit, au fur et à mesure, j'ai compris vraiment que c'est quelque chose dans laquelle je dois vraiment me focaliser pour aider la communauté. Bien sûr, aujourd'hui, on dit souvent que l'écriture ou la littérature, c'est pour les vieilles personnes ou les grandes personnes, les adultes, comme on le dit. La majorité des jeunes ne lisent pas. Mais moi, je me suis lancée dans ça. Je me suis dit, malgré que les gens ne lisent pas, malgré que beaucoup ne sont pas focalisés dans la littérature, moi, j'ai un talent. Je ne peux pas laisser mourir ces talents parce que les gens ne lisent pas. Je ne peux pas laisser mourir ces talents parce que les jeunes sont là accrochés à leurs Android. Non, je dois faire ça. Et je dois perfectionner mon talent. Je dois vraiment le faire arriver à un niveau plus haut. Un niveau qui va donner envie aux autres jeunes de se lancer aussi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent que, par exemple, je vais faire la littérature. Et après, ils se disent que, ah bon, c'est pour les grandes personnes, je ne peux pas faire ça. Je me lance dans autre chose. Non, non. Mais j'ai fait ça, j'ai perfectionné mon talent. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, on est là. Alors, rentrons un peu dans votre genèse. Alors, lorsque vous grandissiez, vous avez peut-être 5 ans ou 6 ans. Généralement, quand on est en famille, à cet âge-là, on a des rêves, on s'est fait des objectifs. Moi, un jour, je serai par exemple médecin. Un jour, je serai journaliste. Et l'autre qui dit, je serai pilote. Alors toi, c'était quoi ton rêve? Mon vrai rêve, c'était de devenir pilote, comme tu l'as dit. Oh. Je t'ai dit vrai. Non, mais je t'ai dit ne me vrai. dis pas ça. Ouais, je t'ai dit vrai. Je voulais devenir pilote. Mais quand j'étais petite, c'est une petite blague que j'ai dit en passant, j'étais un peu plus grasse. J'étais trop grasse. Et quand je disais à mes amis que je vais être pilote, mes amis se moquaient. Mes amis me disaient, ah, toi pilote, tu montes dans l'avion et l'avion crash parce que tu as beaucoup de poids. Vous voyez? C'est ça. Donc, ils m'ont découragée. Et bon, après, je ne savais plus. Je vais faire quoi? J'étais là, j'étudiais normalement, mais grâce Et les à... parents voulaient que tu fasses quoi? Généralement, il y a des parents qui nous orientent comme ça. Hein? J'ai eu la chance et la grâce d'avoir les parents qui ne m'ont pas obligée à faire quelque chose. C'est seulement quand ils ont découvert que j'avais un talent dans l'écriture, là, ils m'ont accompagné. Ils m'ont vraiment accompagné et ils m'ont dit, je me rappelle de mon papa qui m'a dit que ça ne sera pas facile,
Mais si tu tiens autant à ton talent, tu vas y arriver. Et je garde toujours ça dans la tête. C'est quelque chose qui m'encourage. Partout où est-ce que je suis, partout où est-ce que je fais mes conférences ou mes interviews ou encore interventions, je me rappelle toujours de ça. Même quand il y a des obstacles, je me dis, ça ne sera pas facile, mais tu vas y arriver. Alors, tu es fière de tes parents? Très fière. Tu peux faire un coucou? Oui, je salue mon papa. Et merci aussi à ma maman, malgré qu'elle n'est plus là. Voilà, désolé. Ouais. Alors, parle-nous un peu de tes débuts. Tu as senti que tu avais ces talents. Oui. Et ils ne devraient pas mourir. Tu as eu des gens qui t'ont encadré directement, ou tu as fait les premiers pas seul, tu as été bloqué quelque part, il fallait que tu recours chez des gens qui étaient déjà expérimentés. Comment tu t'es retrouvé dans cette histoire? Dire que j'ai commencé quelque part toute seule, ça sera de l'ingratitude. J'ai eu la chance, voilà, l'une des choses qui m'a permis aussi de monter un peu plus haut, c'est la chance de rencontrer des grandes têtes d'ici, des grands professeurs, des grands littéraires d'ici. J'ai eu la chance de les rencontrer quand j'étais vers le début. J'ai eu la chance et c'est eux qui m'ont encadré et c'est eux qui m'ont orienté. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à eux. Je les remercie et je les remercierai toujours. C'est grâce à eux que je suis... Ne vous gênez pas de citer quelques-uns, si oui, vous vous rappelez bien sûr. Oui, je peux citer le prof Jano Bakasanda, c'est un grand écrivain. Lui, il est le président de la Société des écrivains et critiques du Grand Katanga. Je peux citer aussi le prof Takizala, Alexis Takizala. Lui, il m'a aidé, il m'a beaucoup aidé avec mon livre ici. Je peux citer aussi le recteur de l'université de Lubumbashi, M. Gilbert. Lui aussi, il m'a aidé vers le début. Si on a cette mise en forme, c'est grâce à lui. Et je peux aussi citer, ils sont nombreux, le prof Arthur, le prof Adad, Adnan, ce sont des grands professeurs qui m'ont reçu et ils n'ont pas vu mon âge. Ils ont quand même cru en ce que je faisais. Ils sont là, et ils étaient là, ils m'ont vraiment encouragé et ils m'ont encadré jusqu'à ce que je sois un peu mûre dans ces domaines. Et tu penses qu'on peut vivre de la littérature ou de l'écriture? Oui, on peut vivre de la Prendre ça comme un métier, juste ça, et réussir sa vie. Oui, on peut réussir avec ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui voit toujours les côtés négatifs, au fait. Moi, je vois les côtés positifs des choses. Ce n'est pas parce que les autres ont échoué que moi, je vais échouer. Ce n'est pas parce que les autres ne réussissent pas que moi, je ne vais pas réussir. Moi, je suis là, je me suis lancée. Et avec le peu, parce qu'on dit la vérité, le miette, les gens ne disent pas. Le miette que l'on gagne, on est là. Moi, je suis là avec le miette que je gagne. J'aide la communauté. On peut réussir sa vie avec la littérature. On peut vraiment la réussir. Détrompez-vous. Parce qu'il y a toujours des gens qui découragent. Ils vont vous dire que tu ne vas jamais réussir. Quand tu es un écrivain ou une écrivaine, tu seras pauvre. Tu vas vivre quoi? Tu vas vivre de tes papiers, tes stylos. Tu seras dépassé dans la rue. C'est faux. Mais quand tu sais comment travailler, quand tu travailles dur, il y a toujours un bon résultat à la fin. Et tu peux nous parler de quelques difficultés que tu as rencontrées dans ton parcours? Ouais, je vais parler. Premièrement, il y a toujours des difficultés au niveau de la promotion, en fait. La promotion des jeunes talents ou bien la promotion de nos œuvres par le ministère de la Culture, tout comme par le ministère de l'Éducation. Nous sommes là, nous travaillons pour notre communauté. Quand j'écris ces livres, ce n'est pas pour moi-même. Ce n'est pas pour que je garde ça dans mon placard ou bien dans ma bibliothèque. J'écris ces livres parce que j'ai besoin que les autorités lisent ça. J'écris ces livres parce que j'ai besoin que les jeunes lisent ça. Et souvent ici, les jeunes ne payent pas les livres. Il faut toujours donner. Ou soit il faut mettre à un prix auquel tu ne peux rien gagner. Tu vas gagner presque rien. Vous voyez un peu ces genres de difficultés. Il y a toujours un problème de financement, il y a toujours un problème d'appui avec les gouvernements, qu'on se les dise. Parce qu'on dit toujours qu'il faut dire la vérité. Elle blesse, mais c'est la vérité. Le gouvernement d'ici ne soutient pas le jeune talent. Les œuvres comme ça, ils ne soutiennent pas.
Ils aiment, au fait, regarder les jeunes qui sont ailleurs et les acclamer. Aujourd'hui, tout le monde chante Mark Zuckerberg. Pourquoi? Pourquoi on chante Mark Zuckerberg? Parce qu'il a fait Facebook et puis ben voilà, Facebook couvre le monde entier. Ouais. Et c'est un réseau social qui réunit des gens et puis ben voilà. Ouais. Est-ce qu'il était, c'était une grande personne? Non, tout petit. Pourquoi est-ce qu'il a émergé? Parce qu'elle a été soutenue peut-être. Ah là, vous commencez à me poser des questions. Non, je ne vous pose pas des questions, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Ouais, réfléchissons ensemble, oui, c'est important. Réfléchissons ensemble. C'est juste pour vous faire comprendre que nous avons besoin de ces soutiens-là. Il y a des jeunes intelligents, il y a des enfants qui sont très intelligents, mais parce qu'ils n'ont pas cette chance au fait, d'être soutenus. Moi, si je suis là aujourd'hui, parce que j'ai eu quelqu'un, parce que j'ai eu ces professeurs qui ont été derrière moi et qui m'ont soutenu. Malgré que j'ai gagné rien, je me suis dit peut-être plus tard je vais gagner quelque chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement pense de nous? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour vous faire entendre? Qu'est-ce qu'on fait pour nous faire entendre? Déjà, ce que j'ai fait, c'est pour me faire entendre. Quand je parle comme ça, il y a toujours une autorité. Il y a toujours quelqu'un qui va entendre et qui va transmettre les messages. Toujours comme ça. Donc, c'est notre façon aussi de plaider, vous voyez? On plaide de cette façon. Moi, je suis écrivaine. J'ai besoin de papier. Je suis écrivaine. J'ai besoin de distribuer. Vous vous imaginez, j'ai besoin de distribuer ces livres dans presque toutes les écoles. Vous pensez que moi-même, je vais y arriver? Non. Vous avez parlé du professeur Bakasanda, qui est le président de votre regroupement ou de votre association des écrivains. Qu'est-ce que vous faites dans ce regroupement? Vous vous regroupez pourquoi? Lorsque vous vous réunissez, vous parlez de quoi? C'est quoi la démarche? C'est quoi le problème? Vous traitez quoi dans ces regroupements? Étant donné une écrivaine reconnue par notre société et par notre pays, la RD Congo, tu dois être membre de ces groupes. En fait, c'est un groupe purement scientifique. Ce n'est pas un groupe de rencontres comme des ASBL ou ONG. C'est un groupe purement scientifique. Là où il y a des auteurs, quand il y a publication ou vernissage, ils sont là pour critiquer. Un livre, pour être publié, il doit être critiqué par des scientifiques. Oui, des scientifiques. Et pour ne pas publier du n'importe quoi. Parce que la littérature, ici, elle part. Elle peut sortir ici, elle part en Europe. Et imaginez un peu si les Européens lisent l'un de nos livres, et que c'est un livre où il y a dit n'importe quoi. Ça sera toujours l'insulte à notre pays, envers notre pays. Vous voyez? Donc c'est une société qui est là pour cadrer les écrivains. C'est une société qui est là pour aussi les encadrer aussi. Alors, comment vous pensez que vous pouvez faire une bonne promotion d'une œuvre comme celle-ci? Je dois lire les titres de ces livres. C'est L'enfant et l'école, écrit par Tegra Kassang Yav Matebwe. L'enfant et l'école, ça fait combien de temps que c'est sorti, ces livres? C'est un livre qui est sorti en 2014, comme je t'ai dit. En 2014. En 2014, oui. Et puis qui a été réédité en 2018 et verni en 2021. 2014, ça nous fait pratiquement 8 ans. Et il est disponible dans quelques bibliothèques de la place? Il est disponible à la maison Talenta, la maison qui a produit. C'est à la société, à la SEC, la Société des écrivains et critiques en Katanga. Il est disponible là-bas parce que c'est la maison qui m'est produit. Donc il est là-bas et voilà. Et nous-mêmes, on essaie aussi de disponibiliser ça dans les écoles, dans des différentes écoles. Tu as déjà vendu plusieurs? Comment ça? Il y a des gens qui ont payé ces livres déjà. Oui. Il est dans les mains de beaucoup de gens. Oui, bien sûr. Critique. Qu'est-ce que les gens ont dit quand ils ont lu? Premièrement, ce livre, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que quand je l'ai écrit, j'étais toute petite. Et c'est quelque chose qui a tapé à l'œil de beaucoup, de plusieurs. Ils se disaient, ah, c'est un enfant qui a écrit, on doit quand même l'encourager. Vous voyez un peu. Et grâce à ça, ça a eu beaucoup de succès et beaucoup de gens ont payé. L'enfant et l'école. Qu'est-ce qui t'était venu à l'esprit pour parler de ça, pour écrire ça? L'enfant et l'école, comme je vous ai dit au début, c'est un essai qui défend les droits des enfants et le droit des jeunes filles. C'est un livre dans lequel je me suis dit,
Je dois parler de ce que je suis en train de voir. Moi, j'avais vu quelque chose. Je l'ai dit récemment dans l'une de mes conférences. J'ai raconté l'histoire qui m'a poussée à écrire ces livres. Quand j'étais petite, moi, j'allais à l'école. Mais mes amis, les enfants de mon âge n'allaient pas à l'école. Moi, je me posais mille et une questions. Et du coup, l'idée m'est venue dans la tête. Je me suis dit, je vais faire quoi? J'ai mis l'enfant à l'école. Pourquoi est-ce que l'enfant ne part pas à l'école? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi la solution? Est-ce que ce sont les enfants eux-mêmes qui ne veulent pas étudier? C'est les gouvernements qui ne veulent pas encadrer les enfants? Ou bien c'est les parents qui n'envoient pas les enfants à l'école? Voilà un peu l'idée qui m'est venue. Et dans ces livres, on trouve des solutions aussi ou il n'y a que de problèmes? Il n'y a pas que de problèmes. Déjà, ces livres, c'est un essai. Un essai, c'est quoi? Un essai, c'est un genre littéraire dans lequel un auteur donne sa réflexion, en fait. Sa façon de voir la chose par rapport à une situation quelconque. Vous voyez, la personne ou l'auteur donne la solution. La personne donne des réflexions. La personne propose des idées. Vous voyez? Donc, voilà un peu ce que c'est. Alors, vous êtes auteur de ces livres. C'est quoi le vrai problème que vous trouvez dans les secteurs scolaires? Premièrement, je m'attaque toujours au gouvernement. Pourquoi le gouvernement? Parce que c'est le gouvernement qui doit s'occuper, pour ne pas parler des enfants d'abord qui sont en train de vivre dans leur respect, les respects de leur droit, dans les respects de leurs droits. Parlons de ces enfants-là qui n'ont ni moyens, qui n'ont ni occasion, ni opportunité d'aller à l'école. Et vous pensez que ces enfants-là, ils peuvent faire ça eux-mêmes? Non. Directement, quand nous avons les enfants de la rue, directement, quand nous avons ces enfants qui ne savent quoi faire, c'est l'État, le gouvernement qui devient leurs parents officiels. Mais aujourd'hui, nous avons notre gouvernement. Est-ce que le gouvernement s'occupe à 100% de ces enfants? Même si ça ne sera pas une tâche facile. Est-ce que le gouvernement met des fonds pour ces enfants? Le gouvernement pense à encadrer ces enfants, à les encadrer pour les réintégrer aussi dans la communauté comme étant des individus utiles. Est-ce que le gouvernement pense à ça? Le gouvernement peut les faire ou il est en train de le faire, mais on peut dire que c'est à 20%. Si aujourd'hui on sort dans la rue, il y a toujours ces enfants qui sont là. Ils savent pas quoi faire. Parce qu'un enfant, c'est un être faible à cause de son âge. Au fur et à mesure qu'il est en train de grandir, il devient une grande personne. Et il peut être parent. Il sera un parent de la maison. Il sera un parent de la maison. Non. Il sera un parent de la rue. Et ces enfants seront encore des enfants de la rue. Et il y a encore le nombre des enfants de la rue qui augmente. Ça aide à la communauté. Non. Ça apporte qu'il y ait l'insécurité. Mais si vous avez suivi l'actualité avec ces phénomènes Kanyamaka CC, on est en train de ramasser les jeunes, pas pour aller les emprisonner, mais plutôt pour les encadrer, les apprendre certains métiers, ainsi de suite. Comment vous avez trouvé cette initiative? C'est une très bonne initiative que je salue en passant. Est-ce que moi, je me dis que c'est vraiment important, mais il faut aller vers la base, vers chercher la cause. Qu'est-ce qui pousse ces enfants à être dans la rue? Aujourd'hui, venir prendre des enfants dans la rue, c'est bien. Vous allez les prendre, vous les amenez. Vous voyez? Vous les amenez. Demain, il y aura encore d'autres enfants de la rue. Vous voyez? Donc, c'est comme si vous êtes en train de faire un travail qui ne va rien apporter. Mais vous devrez juste savoir la cause. Qu'est-ce qui amène ces enfants de la rue? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour... Vous en savez quelques-unes? Les causes qui amènent ces enfants sur la rue? Beaucoup. Il y a beaucoup de causes. Allez-y, parlons-en. Aujourd'hui, nous avons des phénomènes de la prophétie. Un enfant qui n'a pas, par exemple, sa maman qui n'a pas son papa. L'enfant, là, il est en train de vivre sa vie et avec soit sa marâtre. Et vous voyez, toujours avec nous les Africains, il y a toujours ces petits problèmes-là. Peut-être l'enfant se retrouve dans la rue parce que la marâtre ne l'aime pas. Ça, c'est beaucoup de cas que j'ai à entendre de mes propres oreilles par ces enfants. Ils m'ont dit, j'étais chez moi avec mon papa a épousé une autre femme et je suis dans la rue. Vous voyez un peu. Donc il y a beaucoup de phénomènes, il y a beaucoup de causes qui poussent ces enfants à être dans la rue.
Il y a aussi ces enfants-là qui sont vraiment inconscients. Et même, ils ne veulent pas étudier. Et même, ils ne veulent pas être utiles à la communauté. Ça aussi, c'est une cause. Ils sont la cause de leur malheur. Mais quand on cherche vraiment à les conscientiser, quand on cherche à les rendre utiles. Parce qu'un enfant, c'est quelqu'un qui, même moi, quand je suis ici, quand je vois une personne de mon âge, une personne comme moi, en train de faire des exploits, je vais me poser plusieurs questions. Je vais me dire, qu'est-ce que cette personne a de plus spécial que moi? Qui doivent être acteurs dans cette lutte du phénomène enfant de la rue? Nous tous, au fait. Tous, nous devrons être acteurs. Ce n'est pas seulement le travail des écrivains, d'une écrivaine ou d'une défenseuse des droits de l'enfant ou des droits de la jeune fille. Ce n'est pas seulement le travail du gouvernement. C'est le travail de tout un chacun. Même les parents, même les adultes, tout le monde. On doit être là pour lutter contre ces phénomènes. Parce que c'est un phénomène qui nuit à la communauté. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes tranquille quand vous marchez à côté des enfants de la rue. Vous n'êtes pas tranquille. Et ça nuit. Et ces enfants-là, plus tard, ils deviennent de bandits. Plus tard, ils deviennent de délinquants, nuisibles à la communauté. Pourquoi? Parce qu'on les a négligés quand ils étaient des enfants. Donc tout le monde est acteur. Tout le monde est acteur. Le gouvernement, les parents, nous, les artistes, les défenseurs des droits de l'enfant, tout le monde, le pasteur, voilà, le pasteur, tout le monde au fait, les sportifs, tout le monde. Donc ça c'est mon travail. Mais vous pensez quand même que c'est possible de mettre fin à ces phénomènes? Il est possible, oui. Il faut toujours faire un bon plan. Il faut faire un bon plan et mettre de bonnes stratégies. Hein. Parce que ça ne sera pas facile, mais c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Quand nous tous ici, on s'est dit qu'on va lutter, ça ne doit pas être le travail d'une seule personne. La seule personne ne va pas réussir. Quand nous tous, on s'est mis là, on s'est dit que nous allons lutter, on va y arriver. Rien n'est impossible. Rien n'est vraiment impossible. Et généralement, qui est derrière vous lorsque vous menez ce genre de lutte? Qui vous accompagne? Qui vous appuie? Je suis à un stade où je travaille seule. Ça paraît bizarre parce que la question ici, elle revient toujours. Je travaille seule. Et souvent, la majorité des gens me découragent. Ils me disent que tu vas réussir. Tu penses que tu vas réussir. Tu es encore jeune. Et puis tu es une fille. Et c'est quoi la réponse que tu donnes? La réponse que je donne. Vous savez, au début, vous m'aviez dit de me présenter. Peut-être j'ai oublié quelque chose. Moi, je suis une personne, quand elle vit quelque chose, elle fait. Et je n'ai pas besoin qu'une autre personne vienne me dire que tu ne vas pas y arriver, tu ne vas pas réussir. Non, ça c'est moi. Quand j'ai une idée dans la tête, une idée, j'effonce. Quand j'avais commencé ma carrière ici, les gens s'est moqués. Mes amis s'est moqués. Quand tu dis à une personne, je suis une écrivaine, la personne va te regarder. Elle te regarde de la tête aux pieds. Et puis elle te dit, toi, écrivain? Je dis, bien sûr, je suis écrivaine. Vous voyez ces gens, tes réactions qui te découragent. Dans la tête, tu te dis, la personne a pensé à quoi? C'est peut-être parce que l'écrivain n'a pas une bonne place dans notre pays. Oui, surtout ça. L'écrivain n'a pas une bonne place dans notre pays, mais on oublie que les écrivains, ce sont des personnes nobles. Vous savez ça? Vous savez? Ouais, moi, je le sais. C'est parmi on les appelle encore comment? Il y a un mot là qui m'échappe, mais je crois que je vais me rappeler. C'est parmi les personnes nobles d'une communauté. Les écrivains, ce sont les gens qui transforment l'histoire. Les écrivains, ce sont les gens qui édiquent. Les écrivains, ce sont les gens qui sont là pour impacter la communauté. Aujourd'hui, nous savons l'histoire du 15e siècle. C'est une histoire, c'est une époque où on n'était pas là. C'est de la lumière. On était là? Non, on n'était pas là. Mais on sait, on connaît cette histoire parce qu'il y a eu des écrivains de la lumière qui ont écrit. Et nous, on est là, on lit l'histoire et on comprend d'où nous venons. Aujourd'hui, on est là, moi et vous. Parce qu'en 1970, on était là. En 1960, on était là. On a su l'histoire, pourquoi? Parce qu'il y a eu des discours qui ont été déclarés. Parce qu'il y a eu des discours qui ont été déclarés. Il y a eu
des écrits, il y a eu la presse, vous voyez, il y a eu ce genre de choses. Un écrivain, c'est quelqu'un qui impacte la communauté. Un écrivain, c'est quelqu'un qui, par son savoir-faire, il est là pour aider la communauté, pour défendre une cause, comme moi je l'ai fait. C'est ça un écrivain. Est-ce que vous vous faites, vous vous présentez au niveau de, par exemple, du ministère des tutelles, par exemple le ministère de la Culture? Est-ce que vous êtes en contact permanent? Est-ce que vous parlez bien? Parce que je sais que la dame qui est là, par exemple ici chez nous en province, la ministre qui est là, Immaculée Bagabé, une dame dynamique, depuis qu'elle est là, on sent que dans certains secteurs de la culture, on sent quand même qu'il y a l'impact du gouvernement provincial. Bon, notamment dans la musique, comédie. Est-ce que les écrivains aussi, vous trouvez votre part au sein de ces ministères? Ce qui est sûr de mon côté, moi je suis une personne qui dit la vérité. Allez-y, j'adore. Toujours la vérité. J'adore. Ce qui est sûr de mon côté, moi j'ai jamais eu aucun soutien du gouvernement. Que ça soit du ministère de la Culture, que ça soit du ministère de l'Éducation, parce que ces livres englobent trois ministères. Surtout les ministères de l'EPST. La culture, l'éducation et les genres. Les genres aussi. Il y a jamais eu de soutien. Est-ce que vous avez déjà sollicité? Vous avez déjà frappé la porte? Je vous dis, on a déjà présenté des projets, on a déjà écrit. On a des lettres qu'on a écrites en 2017, on a des lettres qu'on a écrites en 2019, on a des lettres qu'on a écrites. Vous avez les accusés de même en réception? 2021, on en a. Sans réponse? Moi, personnellement, j'en ai. Sans réponse. Au début, c'est bien, on dépose lui, on va vous soutenir, ma demoiselle, on va vous encourager, vous êtes trop jeune, vous aidez la communauté. Mais après 2 mois, c'est un silence total. Peut-être quand tu appelles, on vous dit, on va voir ça après. Vous avez compris? On va voir ça après. Et ça, quand tu sérieux, as... là? Très sérieux. Et ça, quand tu as un mindset faible, tu vas abandonner, tu vas craquer. Mais moi, comme je me dis, je dois aller droit au but, avec ou sans eux. Je vais travailler, je vais bosser. S'ils vont m'aider un jour, gloire à Dieu. S'ils veulent toujours nous aider avec des paroles, ça aussi, Dieu le voit. Vous voyez, non? Dieu le voit. Donc, c'est comme ça. Alors, il y a la ministre de la Culture qui te suit. Il y a la ministre du Genre, Famille et Enfants qui te suit. Il y a aussi le ministre de l'Éducation. C'est un ou c'est une? Je me rappelle Une. plus. C'est une, hein? Oui. C'est une dame aussi. Oui. Elle Madame te... Prudence. Ah, Madame Prudence. Elle m'a déjà reçu. Voilà. Elles sont là à 3, en train de te suivre. Et au-dessus d'eux, le gouverneur jeune. Il est aussi scientifique, vous le savez. Oui. Bah, il donne cours aussi à l'UNILU. Il est en train de te suivre aussi, Jacques Kaboula Katui. Les yeux fixés dans cette caméra, parce que vous aimez dire la vérité, Rien et que je la sais vérité. que vous êtes courageuse. Oui. Dites quelque chose à ces autorités. Je vais commencer par le gouverneur. Vous êtes notre parent. Vous êtes le père de la province. Il ne faut jamais avoir des discriminations. Soutenir seulement les enfants que vous connaissez ou bien les enfants de vos amis. Nous tous ou nous toutes, nous sommes vos enfants. Nous avons un talent. Alors si vous ne nous encadrez pas, si vous ne nous soutenez pas, et nous si on n'a pas le courage de continuer même nous-mêmes, on va amener notre pays à un dégât. Nous sommes les futurs. Demain ou après-demain, vous ne serez pas gouverneur. Qui sait si c'est moi? Ou qui sait si ce sont des enfants que vous négligez, des enfants qui ont un talent, des enfants qui sont intelligents. Personne n'est laissé. Alors, ce que je vais vous demander, c'est de nous soutenir parce que nous sommes vos enfants. Et ce que nous faisons, c'est pour la communauté, c'est pour le bien de la communauté. Prenez toujours exemple aux pays européens. Ces pays-là soutiennent vraiment les jeunes, soutiennent les enfants. Pardon. Quand vous voyez un livre comme ça, peut-être c'est le gouvernement qui prend ces livres et dit je vais parrainer cet ouvrage ou je vais multiplier cet ouvrage et Pour les disponibiliser dans dans toutes les écoles. Ce sont ces genres de choses que les autres font. Mais nous, aujourd'hui, on est là, on doit marcher, on doit s'y plier, on doit se plier pour que vous nous souteniez. Et surtout si on n'a pas l'occasion de vous rencontrer. Donc, au travers mes livres, au travers tout ce que je fais, j'aimerais bien que vous me souteniez. Je suis encore jeune aujourd'hui, demain je ne laisserai pas. J'ai des ambitions, beaucoup plus d'ambitions. Alors j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que vous m'aidez à disponibiliser cet ouvrage dans toutes les écoles,
J'ai besoin que vous m'aidez aussi à lutter avec moi, avec tous ces phénomènes qui se passent aujourd'hui, tous ces phénomènes que nous sommes en train de voir. J'ai vraiment besoin de ça. J'ai vraiment besoin de votre aide en tant que parent. Et à toutes mesdames, à toutes les dames, le ministre, j'ai aussi besoin de votre soutien. Nous recevoir, c'est bien. Déposer les lettres, c'est bien. Mais est-ce que vous faites le suivi de nos lettres? Est-ce que vous nous encouragez jusqu'à la fin? Ça, c'est rare. Apprenez à nous encourager parce que demain ou après-demain, c'est nous qui allons être à votre place. Nous sommes vos enfants. Nous sommes aussi l'avenir de notre pays. Comme on dit toujours que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Nous sommes l'avenir de demain. Alors, si vous avez un peu de soucis pour notre communauté, soutenez les enfants, soutenez les jeunes talents. Je ne suis pas seule. Il y a peut-être d'autres enfants qui sont là. Ces enfants-là ne savent pas quoi faire. Pourquoi ne pas créer des projets ou un programme dans lesquels on peut inclure, inclure les jeunes talents. Ces enfants qui ont des talents, qui viennent auprès du gouvernement demander quelque chose pour les aider. Ça va beaucoup aider. Je pense que ça sera une grande chose, une grande et bonne chose pour la communauté. Je ne savais pas qu'il y avait encore des jeunes filles qui réfléchissaient comme vous. Tchin, tchin. Merci. Merci. Un message très important, c'est très important, chères autorités. Vous avez suivi les cris de cette jeune demoiselle que nous recevons ce soir sur ces plateaux. Je rappelle qu'elle est écrivaine et défenseuse des droits de l'enfant et de la jeune fille. On a parlé de l'enfant, tout à l'heure on va aussi entrer dans le problème de la jeune fille. Alors, quand tu lances ces messages, je sens en toi un sentiment, bon, comment je peux dire, il y a un sens mélancolique. Ça te fait mal? Tu as envie de pleurer par moment quand tu te retrouves devant ces genres de difficultés? Ça te décourage? Tu baisses les bras? Je pleure. Beaucoup plus. Sérieux? Je t'ai dit. Je vous dis au départ que tu peux arriver quelque part où tu t'es dit... ça, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Quand j'étais encore au début de lui, là, j'étais avec mon père. On était parti voir un ministre. Je ne peux pas citer son nom, il était ministre à l'époque. Je ne peux pas citer aussi son ministère parce que les gens peuvent le découvrir. C'est bon. On est allé vers lui, on est allé, et la réponse qu'on m'avait donnée là-bas, j'ai ça jusqu'à aujourd'hui. Quand je pense à ça, j'ai des larmes aux yeux. Je me dis, pourquoi est-ce que les grands... C'est laquelle? Laquelle? La réponse. La réponse. Je peux pas dire ça. Non, donne-nous ça. Je peux vraiment pas dire ça. Non, on protège les ministères et le nom du ministre. La réponse, elle peut aider aux autres. C'était quoi la réponse? On te regarde, vous voyez comme vous êtes là? On te regarde dans un bureau, ton papa à côté. On te dit, mademoiselle, est-ce que toi tu penses vraiment que ce que tu écris c'est important? Et vous allez dire quoi? Et tu penses vraiment que tu vas réussir? Vous voyez, la littérature c'est quelque chose qu'on doit laisser aux professeurs. Vous voyez? C'est quelque chose qu'on doit laisser aux grandes personnes, aux personnes intelligentes. C'est le ministre lui-même qui disait ça ou à son cabinet? Non, mais je vous dis, on doit laisser la littérature aux personnes intelligentes. Et vous, moi, je suis là, je me regarde, je me dis, ah bon? Donc, c'est quelque chose, c'est comme si je ne suis pas intelligente. Donc, ce que j'ai fait, c'est pas important. Vous voyez un peu ces genres des choses qui arrivent, au fait. Les grandes personnes ou les autorités ils doivent comprendre que quand ils nous reçoivent, au fait, les autorités, quand elles nous reçoivent, on peut avoir, vous pouvez avoir une fille qui a 12 ans, qui a 13 ans. Parce que je me rappelle, la première fois, c'était quand j'avais 13 ans, 2014. C'est quand on m'a reçu par une autorité la première fois. Vous voyez un enfant d'abord qui est comme ça. Nous, les enfants, pas nous les enfants, parce que maintenant, je ne suis pas enfant. Mais sachez que les enfants, ce sont des personnes qui acceptent facilement ce que vous leur dites. Vous voyez, non? Les enfants peuvent être là. Tu dis à l'enfant que tu n'es pas intelligente. Et si l'enfant est faible, il va dire oui, je ne suis pas intelligent. On m'a dit que je ne suis pas intelligent. Et moi, du coup, vous voyez, quelque chose qu'on m'a dit en 2014. Même aujourd'hui, je suis là. Je pense ça revient toujours. Ça revient toujours. Mais quand ça me revient, vous voyez ce que j'ai fait aujourd'hui. Je ne regrette pas. Je souris. Je me dis où j'en suis. Tu te donnes beaucoup de force encore. Oui, je me dis où j'en suis.
Et elles doivent comprendre, les autorités doivent comprendre que soutenir un enfant. Je pense que ce monsieur est en train de te suivre ce soir. Je le pense aussi. Donc peut-être il n'est pas seul. Peut-être ils sont nombreux quand tu reçois un enfant ou une jeune comme ça. Au lieu de l'encourager, même si vous ne lui donnez pas l'argent, vous ne le financez pas, au lieu de l'encourager, vous le découragez. Les paroles, ça blesse beaucoup plus que d'autres choses. Une parole, ça peut blesser toute la vie. Et quand vous dites ça, vous découragez. Moi, je dis ça parce que je sais que ça va aider à une personne de changer. Ça va aussi aider à un enfant d'avoir le courage. Quel que soit ce qu'on a dit sur l'enfant. Tu ne vas pas réussir, tu ne seras pas pilote, tu ne seras pas docteur. Non, tu le seras tant que tu as un mindset fort, tant que tu sais ce que tu veux vraiment. Donc, ne t'attends toujours pas à ce que tout le monde t'encourage. Quand tu commences quelque chose, et surtout quand tu es jeune, quand tu es un enfant, il faut avoir beaucoup de courage. Et je dis souvent aussi de tes tutesses. Quand on te dit que tu ne vas pas faire ça, tu dis non, je peux le faire. On ne demande pas d'être impoli, mais on demande d'être objectif. Vous voyez, non? Tu dis non, je vais le faire. Et ces mêmes personnes qui t'ont découragé quand tu voulais te lancer, ce sont les mêmes personnes qui seront là pour t'acclamer. Aujourd'hui, ces gens sont là, ils acclament. Les autres disent qu'on savait que tu allais réussir. Mais ce qui est sûr est que c'est faux. Ils ne savaient pas que j'allais ou on allait réussir. Ils étaient là pour me décourager. Donc, c'est un peu ça. Waouh! C'est trop fort. Ce genre d'émission, mesdames et messieurs, c'est très rare de suivre ce genre d'émission. Je pense que vous êtes vraiment scotchés. Et c'est très profond. Le message est passé. Ça doit interpeller et les jeunes, et les gens qui nous encadrent, ceux qui nous dirigent. Nous sommes tous acteurs dans cette histoire. Nous devons nous y plonger pour arriver à donner de la valeur à ce qui nous appartient. Nos œuvres, l'art que nous avons, nous devons développer, nous devons mettre la main à la pâte, nous devons mettre notre intelligence pour encourager et soutenir. Alors avant qu'on prenne notre dernière partie chutée, je voulais faire cette petite analyse sur l'événement qui a eu lieu à Kinshasa, comme vous le savez. C'était un concert de réconciliation. Le Wenge Musique à 4x4, cet orchestre qui était composé de Didier Massela, Jibin Piana et les autres. Alors l'idée est venue de ses producteurs Amadou Diaby qui a réuni tous ces musiciens qui s'étaient séparés depuis plus de 25 ans. C'était en 1997, alors dans une production à Kinshasa, au stade de Martyrs. Ce stade qui accueille normalement 80 000 personnes, mais on avait plus de 70 000 personnes qui ont répondu à ces concerts. Les stades étaient pratiquement pleins. Les artistes ont joué, bien qu'il y ait des imperfections autour notamment de l'heure prévue pour le concert. Il y avait eu des trucs comme des bousculades au niveau de l'entrée. Bon, c'est purement congolais. Hein, c'est purement congolais, ce genre de trucs. Alors, les artistes étaient là, ils ont chanté, on était là sur place. Nous disons merci à Malaika Télévision qui nous avait autorisé à s'y rendre. Nous disons aussi merci au gouvernement provincial via le gouverneur Jacques Kaboula Katwe qui avait accepté d'accompagner plus de 6 journalistes culturels, c'est-à-dire un accompagnement financier. Les journalistes étaient sur place pour se rendre compte et palper de près ce qui s'est passé à Kinshasa. On ne voulait pas qu'on puisse nous expliquer ou qu'on puisse suivre ça sur YouTube ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on était sur place. Merci à Jacques Kaboula Katwe de s'intéresser à la culture. Ce soir, nous parlons aussi culture. Je pense que les cris de Tegrayav entreront tout droit dans vos oreilles parce que lorsque vous écoutez, vous apportez aussi des solutions, cher gouverneur. Alors, le concert s'est bien passé. C'était le jeudi 30 juin. Juste après, ils ont eu un autre concert. C'était les VIP où ils ont vendu les billets à 300 $ américains. Plus de 500 billets ont été vendus à 300 $. Alors, au Pullman, au chapiteau du Pullman Hôtel de Kinshasa, c'était plein. Les gens ont répondu favorablement. Autour de ça, mesdames et messieurs, il y a cette histoire de l'IGF. L'IGF, l'inspecteur général de finances, a signé un ordre d'émission où il envoie les inspecteurs pour aller suivre le dossier d'un certain
des dépenses, comment les dépenses ont été effectuées. C'est-à-dire il y a plus de 500 000 $ américains que le gouvernement avait mis en jeu pour soutenir ou accompagner cette production. Alors l'IGF s'est dit, on doit suivre toutes les dépenses à la loupe, on doit savoir quel montant a fait quoi, quelles sont les charges qui ont été comblées, est-ce que l'argent a été bien dépensé, parce que c'est l'argent de l'État. Donc, un dossier à suivre. Nous profitons pour dire merci à Mathurin Tchananga, le mécène qui ne cesse aussi de soutenir les culturels. Merci à vous. Nous disons merci à Moussandala qui nous suit depuis Kipushi, Moussandala les Traoré, un mécène qui est aussi d'ailleurs le président de la fondation Mamadou Ndala à Kipushi. Merci à vous. Nous remercions Andy Mafuta, le Poutine du Lualaba. Andy Mafuta, le président de la fondation Horizon. Je pense que dans les objectifs de la fondation, il y a aussi ce genre de démarches. La protection des droits des enfants et de la jeune fille. Je pense que Tegra, avec tous ces projets, pourra passer par cette fondation Andy Mafuta, la fondation Horizon avec Andy Mafuta, celle qui amène aussi beaucoup de solutions, dans ce domaine-là. Mike Makema et Serge Manseba, nous vous souhaitons bon séjour en Europe. Vous étiez en Espagne, en France. Présentement, vous êtes en Belgique. Bon séjour à vous et merci de nous suivre ce soir. Alors, Tegra, on va finir notre émission. Il nous reste pratiquement 3 minutes. On a parlé des droits de l'enfant. Parlons aussi de droits de la jeune fille. Quels sont les problèmes qu'on rencontre chez les jeunes filles dans notre milieu? Le problème commence déjà par certains parents qui disent aux jeunes femmes que malgré que vous étudiez, vous allez finir dans les mariages. Vos diplômes vont finir dans des casseroles. Ça, c'est la mentalité africaine. Détrompez-vous, chers parents. La femme est capable, et surtout la fille, la femme, elle est vraiment capable d'encourager les enfants, surtout les jeunes filles. Aujourd'hui, nous avons des femmes présidentes, nous avons des femmes qui font parler d'elles. Ces femmes sont là, pourquoi? Parce qu'elles ont étudié et elles ont reçu une bonne éducation. Donc, ne dites pas aux enfants, aux jeunes femmes que vous allez finir dans les mariages. Les mariages, oui, bien sûr, nous allons finir dans les mariages. Est-ce que vous nous aidez aussi à atteindre nos rêves, à accomplir nos rêves? Vous nous aidez à atteindre notre objectif ou nos objectifs? Ça, c'est la question qui se pose. Donc, les parents doivent encourager les jeunes femmes et surtout leur faire comprendre qu'elles ne sont pas différentes des hommes. Peut-être nous sommes différentes au niveau de la force physique, mais sur le plan mental, on est pareil. Aujourd'hui, on peut comparer un homme qui écrit à une femme qui écrit. Est-ce que ce qu'on écrit, c'est la force physique qu'on utilise? Non, c'est la tête. Donc, les parents doivent vraiment penser à ça. Ils doivent vraiment accompagner, conduire les jeunes femmes à aller beaucoup plus avant. Aujourd'hui, il y a de petites filles qui rêvent. Elles sont là. Mais peut-être par malchance, elles ont des parents qui ne les encouragent pas. Elles ont des parents qui sont là pour leur dire qu'elles vont finir comme étant femmes au foyer. Elles ont des parents qui leur disent qu'elles vont finir, les mamans les mamans qui disent à ces jeunes femmes que vous allez finir comme nous. Non, non, s'il vous plaît. Nous avons besoin d'écrire l'histoire. Nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, nous avons besoin d'écrire l'histoire. Alors, nous avons besoin de parents qui nous encouragent. Nous avons besoin aussi de l'appui toujours du gouvernement. Parce que ce n'est pas toutes les filles qui ont aussi la chance ou qui ont eu la chance ou la grâce d'étudier. Certaines certaines elles vivent dans des milieux très reculés. Est-ce que les gouvernements pensent à ces filles-là? Pourquoi ne pas créer des centres qui vont leur apprendre même la couture, des centres qui vont leur apprendre même la pédagogie, des centres qui vont leur apprendre un métier qui va les aider dans la communauté? Parce que quand vous aidez la fille-là, elle va aider ses enfants, elle va scolariser ses enfants, elle va donner une bonne éducation à ses enfants. Et c'est là, ça permet toujours à apporter un plus dans la communauté. On doit avoir un souci. Moi, j'ai un souci. Vous avez un souci pour notre pays. Nous avons tous un souci. Nous voulons faire de notre pays un miroir. On dit toujours que le Congo, c'est un pays très riche. Pourquoi? Parce qu'il a un sous-sol riche. Détrompez-vous.
Un pays riche, c'est un pays qui a un capital humain riche. Aujourd'hui, nous avons un sous-sol riche. Est-ce que toute la population est riche? Toute la communauté est riche? Ailleurs, là-bas, il n'y a pas des petits pays où on paye même les chômeurs. Il y a, non? Mais Ces ils n'ont pays, pas de matières sous-sol. ils n'ont pas. Qu'est-ce qu'ils ont de plus extraordinaire que nous? La tête. Tout se passe là-bas. Nous avons un pays riche avec un sous-sol riche, bien sûr. Mais ce qui rendra encore plus riche ces pays, c'est le capital humain. Alors, déjà que nos parents ne sont pas concentrés sur ça, nous les jeunes, nous la jeunesse, on doit se concentrer sur ça. Et le gouvernement doit nous aider parce que nous avons besoin d'aider notre communauté. Nous sommes jeunes aujourd'hui, demain, nous serons de grandes personnes. Alors, nous parlons aussi, donner quelques pistes de solutions par rapport à cette histoire de filles mères et de mariage précoce. On constate qu'il y a des filles de 14 ans, 15 ans, déjà dans le mariage, surtout dans les milieux ruraux. Il y a des filles mères aujourd'hui. Sur 10 parcelles sur une avenue, vous ne pouvez pas manquer une fille qui est encore chez elle avec un bébé. Vous avez déjà fait ces constats? Oui. Et quelles sont les pistes de solutions pour éviter ces phénomènes ou ces genres de comportements? C'est très simple. Quand le gouvernement est là, il a déjà créé un centre de réintégration pour ces filles dans une communauté. Vous pensez vraiment que ces filles auront toujours les rêves de devenir mères ou bien vont tomber enceintes? Quand le gouvernement met des personnes qui sont là pour éduquer ou pour descendre dans chaque village, pour essayer un peu de parler avec les jeunes femmes. C'est comme ce que je vous ai dit au début. Les femmes ou les enfants, ce sont des personnes qui, par ce que l'autre fait, ça les attire. Vous prenez des jeunes, vous dites que vous allez dans ces villages, vous allez essayer un peu d'éduquer les jeunes filles. Vous les éduquez sur tout le plan. Ça va beaucoup les aider, ça va beaucoup, vraiment, ça va les aider. Et ces filles-là qui sont mères aujourd'hui, on ne peut pas les rejeter parce qu'elles sont mères, elles sont devenues mères toutes jeunes. Non, on doit penser aussi à ces filles. Peut-être elles accouchent, mais on les prend, on les réintègre, on les met dans un centre, peut-être de la coupe-couture. Quand elles vont faire ça, elles vont apprendre, elles vont aider, elles vont commencer à coudre, elles vont vendre, elles auront l'argent, elles peuvent nourrir leurs enfants. C'est ce qui cause même aussi que d'autres enfants deviennent des enfants de la rue. Parce que quand tu as une maman qui ne prend pas bien soin de toi, peut-être la maman aussi t'es chasse, la maman te dit va dans la rue, va travailler pour moi. Là on parle des travaux forcés. Vous voyez un peu, ce sont des causes que nous négligeons, mais qui nous donnent toujours des résultats qui ne sont pas bons. Vous voyez, non? Qui donnent des résultats qui ne sont pas très satisfaisants pour notre communauté et pour notre développement. On a un sous-sol riche, nous avons aussi besoin d'un capital humain riche. Le capital... Vous méritez un ministère. Ah bon? Merci. Merci. Tchinchi. Si. Hein, vous méritez un ministère ou être conseiller quelque part. Nous avons besoin de têtes qui réfléchissent comme ça. Nous avons besoin de personnes qui apportent ce genre de solutions dans la société. Alors laissez-moi vous flatter, vous êtes importante pour notre société. Oh, merci. Merci beaucoup. Alors, à part celui-ci, il y a un autre livre que vous avez déjà écrit? Oui, il y a un autre livre qui n'est pas verni encore... déjà? Non, qui n'est pas verni, mais qui est déjà publié. C'est un livre qui parle de la jeunesse. Je suis toujours dans la jeunesse, les enfants. C'est un livre qui parle de... J'ai dit, parce que j'ai toujours dit les titres partout, la jeunesse face aux prouesses technologiques. C'est un livre qui... prend le bon et mauvais côté pas des réseaux sociaux, pardon, de la technologie. Aujourd'hui, nous jeunes, nous utilisons la technologie à tort et à travers, tout en oubliant que cette même technologie, elle peut nous détruire. Surtout avec les réseaux sociaux. On est là, on ne veut pas travailler, on veut rêver avec les réseaux sociaux. Alors que... Les règlements de compte. Les règlements de compte. Et, nuire à certaines personnes. Oui, et beaucoup de choses banales. Alors qu'un réseau social peut nous aider à nous épanouir ou à nous vendre notre image, à faire quelque chose de bien pour notre communauté. Voilà un peu, c'est un livre qui parle de tout ça. Je parle aussi des inventions. Je vous ai dit, nous avons des génies. Je parle aussi des inventions, de quelques inventions. Ces inventions nous ont apporté quoi? C'est quoi les bons côtés de ces inventions? C'est quoi le mauvais côté de toutes ces inventions? Je parle de quelques génies. Voilà un peu. Intéressant. Alors, vous allez prendre votre micro, on va se tenir debout. Vous allez les tirer comme je fais là. Comment? Allez-y. Voilà. On se tient debout pour finir notre émission.
On prend d'abord une gorgée. C'est bon, non? Ouais, très bon. Tu as aimé? Ouais. Tegra, il y a... Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a dit ou ça se raconte comme ça. Oui. Quelqu'un a dit, si vous voulez cacher un trésor au Congolais, il faut le mettre dans un livre. Vous avez déjà entendu parler de ça? Ouais, et c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? Parce que les Congolais ne lisent pas. Ils ne lisent pas, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des gens qui les conscientisent. Qui les disent pas. C'est pas parce que vous n'écrivez pas bien. Non, détrompez-vous. Il y a beaucoup de livres, pour ne pas parler des Congolais, je vais parler des Katangais. Il y a beaucoup de livres des Katangais qui sont ici. Quand tu lis, tu te demandes, waouh, ça c'est un auteur européen ou c'est un auteur américain, vous voyez un peu. Mais certaines personnes ratent ça parce qu'elles ne veulent pas lire. Elles oublient que la lecture est très importante pour notre intelligence. Est-ce que vous avez quelques astuces pour ramener les gens à une bonne lecture, pour s'habituer? Oui, de mon côté. Ou ça doit venir de soi? C'est une volonté ou... Personnellement, ça doit venir de soi. Ça doit être dans la mentalité de tout un chacun. Je peux demander combien, parmi tous ceux qui me regardent aujourd'hui, combien ont des bibliothèques dans la maison? Même vous, vous avez une bibliothèque? Ça, c'est la question que je pose. J'ai quelques livres, oui. Je ne sais pas si je peux appeler ça bibliothèque. Je pose toujours cette question aux journalistes qui me reçoivent. Je leur demande, vous avez une bibliothèque à la maison? Et c'est la même réponse qu'on me donne. J'ai au moins 17 livres dans ma maison. Voilà. C'est la même réponse qu'on me donne. Des domaines différents. Ouais, ça c'est déjà bon. Vous lisez. Est-ce que les personnes qui me regardent lisent? Vous avez même 2 livres. Vous savez que quand on lit, on est vraiment différent ou différente de personnes qui ne lisent pas. Même par notre façon de parler, par notre façon d'écrire, on écrit correctement, par notre façon aussi d'agir, de voir les choses. Parce qu'un livre peut te faire voyager. Un livre peut t'amener en Europe alors que tu n'es jamais parti en Europe. Un livre peut t'apprendre. Un livre peut t'orienter dans ton domaine. Donc, vous ratez vraiment des bonnes choses à partir d'aujourd'hui et les courage de lire. Comment vous faites face au digital aujourd'hui? Les gens sont trop sur leur téléphone. Alors, pour prendre un livre comme ça, commencer à lire. Est-ce que vous postez aussi, vous avez des sites où on peut retrouver, quelqu'un peut vous lire à partir de son téléphone, de sa machine? Ces livres n'est pas encore en ligne parce que la maison d'édition avec laquelle je travaille m'a donné quelques conditions que je dois respecter. On travaille sur le droit. Je dois respecter leurs conditions. C'est une maison d'édition qui travaille avec des anciens. Alors, moi, je ne peux pas arriver là-bas et leur donner des conditions. Peut-être au moment où ils voudront assez qu'on les lance en ligne, on va lancer ça en ligne. Et tout le monde... Vous avez déjà entendu parler de la Sokoda? Oui. Ça vous dit quelque chose? Oui. Vous êtes enregistré? Non. Alors, vous ne pouvez pas réclamer les droits d'auteur? Mais j'ai un numéro légal. Il y a une bibliothèque nationale, vous savez ça? Nous avons une bibliothèque nationale. À chaque fois que nous voulons publier un livre, je vais vous montrer. À chaque fois que tu veux publier un livre pour qu'il soit légal, il faut payer ça. Peut-être quand quelqu'un regarde les livres, il pense que c'est essentiellement des écrits. Non. C'est quelque chose qu'on paye, un numéro du dépôt légal. Donc, ce livre a le droit de sillonner partout en RDC. Voilà. Les droits de sillonner partout en RDC, alors, c'est-à-dire vous êtes aussi bénéficiaire du droit d'auteur. Oui. C'est-à-dire la Sokoda doit vous payer. Mais allez vous faire enregistrer. Oui, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, un sage a dit, c'est en voyageant et en lisant qu'on acquiert la sagesse. Alors, lisez, c'est bien. Soutenez l'écriture, soutenez la littérature dans notre province. Tegra Yaf, il ne me reste qu'à vous remercier, à moins que vous ayez un message à lancer à tous ces gens que vous suivez de partout. Je pense que j'ai déjà tout dit. Je vais juste lancer un petit message aux jeunes qui sont en train de me suivre. Vous savez quoi? Vous êtes des étoiles, vous êtes une lumière. Alors, apprenez à briller aussi longtemps que vous le pouvez. Je sais que chaque personne est intelligente. Personne n'est moins intelligente que l'autre ou personne n'est extraordinaire que l'autre. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes et à faire quelque chose pour votre communauté.
Nos parents aujourd'hui sont là, ils ont fait quelque chose, mais qui n'est pas du tout remarquable, qui tape pas à l'œil. Nous avons besoin de construire notre pays, nous avons besoin de remettre ce qui n'était pas sur le droit chemin ici dans notre pays, de remettre ça sur les droits chemins. Les gens peuvent dire, ah, vous n'allez pas y arriver. Mais quand vous avez un objectif, quand vous avez des principes, vous allez y arriver. À partir d'aujourd'hui, à partir de cette émission, vous devriez savoir que vous êtes des étoiles. Faites quelque chose pour la communauté. Faites quelque chose pour votre entourage. Aidez votre communauté et surtout, aidez votre prochain. Faites toujours le bien, car Dieu est toujours là où il y a le bien. Aidez ceux qui en ont le plus besoin. Aidez les pauvres, aidez aussi les démunis. Dieu vous bénira. Merci beaucoup, Dieu vous bénira. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci au DG Adam Tchaloué pour la confiance qu'il ne cesse à nous faire. Félicitations aussi pour votre mariage, hein, monsieur le DG. Félicitations et merci beaucoup pour les efforts que vous avez fournis au niveau de Kinshasa pour l'octroi des badges de journalistes, ainsi de suite. Alors, Adam Tchaloué, bonne soirée chez vous. Gracien Kissimba, monsieur le gérant, merci à toi parce que tu as bien manipulé les machines de l'autre côté. Jemima, je te salue. Coucou, depuis un temps, elle est derrière toutes ces caméras, mesdames et messieurs, c'est-à-dire la caméra woman de l'émission Route Principale. Merci à toi. Mike Shedintambwe et Rebecca Faïla au bureau de programme et de production. Nous vous remercions et vous souhaitons une excellente soirée. Mesdames et messieurs, bisous, bye.